Avant de démarrer avec Kubernetes, de comprendre comment on va déployer des applications basées sur des conteneurs, refaisons un petit tour, ou faisons un petit tour sur le runtime Docker, c'est-à-dire Docker, l'outil pour exécuter des conteneurs. Alors, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le modèle de conteneur, le modèle de VM, comparer les deux, puisque on dit qu'un conteneur, c'est comme une machine virtuelle. Mis à part un certain nombre de choses, il n'y a pas d'émulation de matériel, il n'y a pas de virtualisation. Dans les conteneurs, il n'y a pas de noyau. Le noyau va être partagé entre les différents conteneurs. Quel noyau? Le noyau de l'hôte. Alors si c'est une machine Windows, ça sera donc des conteneurs ou des Docker conteneurs de type Windows. Si c'est sur le Linux, on aura donc des conteneurs de type Linux. Donc il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas de noyau. Les conteneurs ont un accès direct au matériel comme si l'application était installée sur notre propre machine. La seule différence, c'est qu'on peut installer plusieurs fois la même application. Elle est isolée. L'avantage de tout ça, c'est que c'est extrêmement léger, qu'on a un déploiement extrêmement rapide. Donc on a des gains de performance, des gains de mise à jour, des gains de changement d'architecture, donc de changement d'application, de mise à jour, comme je vous disais, très rapide. Et on peut rapidement revenir en arrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de conteneur. Un conteneur, il faut le voir comme une machine virtuelle, sans émulation, sans noyau, avec un accès direct au matériel, très léger, avec un déploiement extrêmement rapide, et donc forcément des gains de performance. Je vous présente l'écosystème de Docker. On va trouver donc ce qu'on appelle le moteur Docker. Donc là, c'est typiquement le runtime en fait. Tout autour, on trouve ce qu'on appelle son écosystème. Alors ici, Docker Swarm, bah, c'est le Kubernetes de Docker. Il s'appelle Docker Swarm. Alors il ne fournit pas autant de fonctionnalités. Alors il faut savoir que même s'il est très sympa à utiliser, on va plutôt tendre vers sur le Kubernetes qui nous offre beaucoup plus de fonctionnalités. On va trouver bien sûr le Docker Hub, donc le fameux registre officiel où on va chercher nos images, les images Docker pour pouvoir exécuter les conteneurs à partir de ces images. On trouve aussi un outil qui s'appelle Docker Registry qui nous permet d'avoir des registres locaux. On va préférer des registres locaux, on va pouvoir signer nos registres, c'est-à-dire signer nos images, se loguer sur des registres, éviter d'aller chercher des images à l'extérieur, et donc produire nos images en interne et les poser dans notre registre. On va trouver tout un tas d'outils également autour, comme Docker Machine, qui permet, c'est un client qui permet d'aller discuter avec un moteur qui n'est pas en local directement sur la machine. Ça permet de déployer également des engines Docker, c'est-à-dire des Docker, des services Docker sur différentes hôtes. On a le data center, Docker Cloud, donc qui fournit, comme vous pouvez voir, le cloud et le data center. Et bien sûr, Docker Compose, qui on peut considérer un peu ça comme un orchestrateur de conteneurs. C'est pas vraiment un orchestrateur de conteneurs, mais ça permet de créer via des fichiers YAML, donc ça ressemble un peu à Kubernetes, sauf que ça fonctionne, il n'y a pas de fonctionnalité comme Kubernetes dedans, mais ça va nous permettre de créer des microservices très rapidement et de pouvoir créer donc des applications de façon simple et rapide et pouvoir les exécuter de façon très rapide. Alors Docker, on dit qu'on fait du build, ship and run. Alors qu'est-ce que ça veut dire le build? Ça permet de construire des applications conteneurisées avec ses dépendances. Donc contrairement à une machine virtuelle où on a un système d'exploitation et puis après on installe nos applications avec leurs dépendances, des librairies par exemple, typiquement, là on a simplement une image ou une construction, ce qu'on appelle un build, qui devient une image, où dedans il y a l'application avec ses dépendances. Il y a juste ça à l'intérieur. On dit qu'on ship. Ship, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer rapidement nos images à travers, donc comme je viens de vous dire, des registres. Alors des registres locaux ou des registres distants. Distants, je veux dire le Docker Hub officiel, où on va trouver des images officielles Docker, donc auxquelles on peut faire confiance. Mais comme je vous dis, on va en général préférer construire ses propres images. Une fois qu'on a construit nos images, qu'on les a mis à disponibilité, on peut faire ce qu'on appelle un run, c'est-à-dire exécuter avec fiabilité, quel que soit l'environnement Linux sur lequel on fonctionne, on va pouvoir exécuter notre application. Donc même si j'ai construit une image avec sur la CentOS, n'importe quoi, sur la CentOS de l'Ubuntu, de la Debian, je vais pouvoir exécuter mon conteneur, quelle que soit la distribution sur laquelle je travaille, tant que j'ai Docker d'installer.
Au niveau de l'architecture, on va trouver dans un premier temps 3 ressources, ce qu'on appelle le Docker Image. Donc c'est vraiment proprement parler l'image qu'on va instancier, qui va nous permettre de créer des conteneurs. Ces images, on les met dans des registres. On peut voir sur la partie droite ici, vous avez une image Nginx, une image Redis, une image CentOS, une image Ubuntu. Alors on va vraiment aller chercher directement des images CentOS Ubuntu. On va plutôt aller chercher des images avec des applications dessus. L'idée, c'est de construire une image avec l'application qui est déjà à l'intérieur et on va instancier en fait l'application. Alors elle s'appuie forcément sur une distribution, puisqu'on a besoin de librairies, on a besoin d'un file system, on a besoin d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir déployer une application. Mais donc, ça veut dire que le Nginx ici, peut-être qu'on a une image de base Ubuntu et Nginx d'installer, ou CentOS avec Nginx d'installer. Donc ce registre-là, il nous permet de conserver nos images et de mettre à disponibilité. Donc on dit qu'on fait un build avec un client, on fait un Docker build, on envoie ça au Docker daemon, qui lui va construire des images et on va les mettre dans des registres. Pour récupérer ces images du registre et pour les mettre en local sur nos machines, afin de créer des conteneurs, on va utiliser la commande Docker Pool, qui va discuter avec le démon, il va aller télécharger une image du registre et nous mettre en cache en local. Et donc le dernier élément ou la dernière ressource qu'on va trouver, c'est ce qu'on appelle les conteneurs. Donc on a toujours 3 éléments, les images, le registre et les conteneurs. Donc le conteneur, c'est notre application qui est en fonctionnement. Alors parlons un peu des images. Les images Docker donc, sont ce qu'on appelle des modèles en lecture seule, à partir desquels les conteneurs sont créés. Donc on récupère une image et on instancie cette image à l'instar un peu d'une image d'une machine virtuelle sur le cloud, où on va instancier une machine virtuelle. On n'installe pas la machine virtuelle, on n'installe pas l'OS à l'intérieur, on a quelque chose de préinstallé qu'on va instancier. Donc on va exécuter. Donc les images Docker, c'est le même principe. Chaque image est constituée d'une série de couches. Et pour ce faire, Docker utilise un système de fichiers. On n'est pas obligé d'utiliser ce système-là. Par défaut, on a UnionFS afin de combiner ces couches en une seule image. Alors vous allez comprendre ce que je veux dire avec ici un exemple avec une image de base CentOS. Donc je suis allé par exemple chercher sur mon Docker Hub une image de base CentOS. Sur cette image de base, qui est donc en cache sur ma machine, on va instancier cette image, et sur cette image, on va installer OpenJDK 1.8, puisque l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un conteneur front-end et un conteneur de base de données. Donc je vais installer OpenJDK. Qu'est-ce qui va se passer? L'image CentOS va rester en lecture seule. Il y a une nouvelle image ou une nouvelle couche qui va se créer, qu'on pourrait considérer comme une nouvelle image, qui va se créer et dans laquelle on va trouver OpenJDK. Après, j'ai besoin donc d'un conteneur front-end avec mon application Java et donc un serveur Java qui tourne. Je vais installer sur cette image un Tomcat. Donc je prends, hop, je crée une nouvelle, j'instancie cette image et dessus, j'installe Tomcat. Ça me crée une nouvelle couche. J'ajoute une nouvelle couche sur cette image-là. Après, j'installe mon application Java par-dessus, ça me crée une nouvelle couche. Donc on voit ici qu'on a 1, 2, 3, 4 couches qui sont en utilisation. Maintenant, on a notre conteneur de base de données, qui lui aussi se base sur une image CentOS. Alors, à la différence des machines virtuelles où on aurait 2 CentOS, là, on va partager, mutualiser la même image CentOS. C'est-à-dire que pour créer mon conteneur de base de données, je vais instancier une image CentOS. D'accord? Je vais aller chercher la même image que pour le front-end. Ce n'est pas 2 images différentes, c'est la même image qui va être utilisée. Sur ma base de données, je vais utiliser Cassandra pour gérer mes bases de données. Et on a besoin d'OpenJDK. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu, je vais dire, je veux instancier cette image, donc j'instancie, je crée un conteneur. Ce conteneur, dedans, je vais utiliser OpenJDK. Il a déjà une image OpenJDK. Donc il ne va pas me faire une installation, il va utiliser juste la couche qui est là. Donc ces 2 couches vont être mutualisées entre mes 2 conteneurs. Après, je vais installer Cassandra, mes fichiers de conf, et ainsi de suite. Et je me retrouve avec 2 conteneurs qui sont différents, mais les 2 images OpenJDK et l'image de base CentOS sont mutualisées. On n'a pas de copie de nouvelle image, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un élément important de Docker, la mutualisation des images. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je supprime mon image de base CentOS et que si je veux démarrer mes conteneurs, il va dire « Ah bah j'ai pas l'image de base CentOS ». Donc, en fait, il va peut-être la charger. Ou, en fait, ce que je ferai pour créer un conteneur, comme ça, pour être plus simple, en fait, je vais créer une image avec mes applications à l'intérieur. Et on va faire ce qu'on appelle du build. Et pour ça, on fera un Docker build. On va lui dire, récupère-moi une image CentOS, installe-moi JDK, installe-moi Tomcat, installe ça. Et à chaque fois qu'il fera une installation, il fera une nouvelle couche.
Et lorsque je ferai un build pour créer une nouvelle image de base de données, bah, il ira chercher les couches qu'il a déjà en cache sur la machine. Donc il n'y aura pas une réinstallation ou quoi que ce soit. Donc on mutualise les couches. Le registre, on va aller chercher des images à l'extérieur sur un registre qui soit local ou sur Internet. Et pour ce faire, on fait une commande, on tape la commande Docker Pool. Alors je vais récupérer mon image. Et avec le Docker Pool, je vais tirer une image d'un repository. Pour aller pousser une image dans un repository, pour aller donc sauvegarder, si on veut, ou mettre à disponibilité l'image base X, je vais aller dans le repository et je vais aller pousser mon image. Donc ici, on a nos images, elles sont en cache, en local, sur notre hôte Docker. Et nos images, on peut aller les chercher, on peut les pousser. Donc lorsqu'on a des registres locaux, en général, on a des Docker login, parce qu'on va se loguer, en fait. Et on fonctionne, bien sûr, en HTTPS avec des certificats pour chiffrer, et puis également sécuriser qui se connecte, et ainsi de suite. Donc le registre, comme je vous dis, c'est une bibliothèque, c'est un magasin d'images, c'est un dépôt, un repository, et on a la Docker Hub, qui est la bibliothèque officielle de Docker. Donc ces images sont disponibles de toutes les distributions et d'énormément d'applications. On dit que ces images sont téléchargeables, mais également chargeables sur le hub, donc avec un pull et un push. On pull et on push nos images. Le dernier élément, les conteneurs. Donc un conteneur, comme je disais, qu'est-ce que c'est? On a une image, et dedans, on va trouver des couches avec différents éléments à l'intérieur. Donc ici, on voit les couches de l'image à partir desquelles le conteneur est créé. Ces couches ne sont pas modifiables, elles sont en lecture seule. D'accord? Et maintenant, lorsque je vais créer mon conteneur, on va utiliser une couche de conteneur et allouer à chaque instance de conteneur. Elle est en lecture-écriture et je vais pouvoir travailler dessus. Donc les conteneurs Docker sont construits à partir d'images de base ou des images personnalisées. Alors voilà, c'était juste pour vous faire quelques petits rappels rapides sur Docker, comprendre ce que c'est le registre, ou se rappeler de ce que ça va un registre, un conteneur, une image, comment ça fonctionne un peu. C'est tout ce qui va nous intéresser maintenant pour pouvoir déployer nos applications basées sur les conteneurs avec Kubernetes.